Voilà, un AU1, c'est ça. L'AU1, c'est la version attaque au sol du Corsair. C'est une version d'après-guerre. Et le F4U7 est en fait une version de chasse de l'AU1. Alors, attention les mouches, là, on va leur faire du mal. Debout là-dedans, c'est l'heure de lâcher solo. Le programme du jour, vous l'avez vu donc sur l'annonce, on va parler d'un avion qui est une vraie grande légende de l'aéronautique, et de l'aéronautique navale en particulier. Alors c'est un avion qui est très connu, c'est un des avions qui est reconnu par la plupart d'entre nous au premier coup d'œil parce qu'il a des formes absolument extraordinaires. Et je vais vous expliquer pourquoi, pendant cette heure, on va en parler, on va parler de son histoire aux couleurs françaises, parce qu'il a une vraie grande histoire aux couleurs françaises, et vous expliquer quelques petits détails de sa carrière. Alors l'avion en question, je suis parti d'une news qui a été publiée dans des sites spécialisés américains et qui a été reprise par le FANA, et qui nous raconte ceci: ce Corsair, puisqu'on parle du F4U Corsair, ce Corsair va être restauré. C'est un avion qui a été accidenté il y a quelques années à l'atterrissage et qui a été mais vraiment très 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 abîmé. Et en fait, il y a l'annonce de la remise en état de vol de l'appareil. Et c'est une reprise qui a fait très plaisir. Alors là, c'est l'avion tel qu'il est aujourd'hui. Il ne volera pas avant peut-être quelques années. En tout cas, ça bosse et c'est surtout ça qui est important. L'avion, avant qu'il se casse la figure, il ressemblait à ça. Ah ouais, c'est un beau Corsair, il est aux couleurs d'un AU1, non pas d'un F4U, d'un AU1 de l'US Marine Corps. Et puis, on regarde l'avion, puis les spécialistes se disent, mais un AU1? Vraiment? Un AU1? Avec cette partie-là sous le nez? Non, 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 les enfants, on s'est encore fait bananer. C'est pas un AU1, c'est un F4U7. Et le F4U7, c'est une version très spéciale du F4U Corsair. C'est la version qui a été spécialement construite au début des années 50 pour l'aéronautique navale française. Donc l'avion qu'on vous vend là aujourd'hui aux États-Unis avec une belle déco US Marines, eh bien, si on était des historiens un peu véhéments, on dirait non, mais c'est une hérésie, c'est une hérésie. Il n'y a pas eu de F4U7 qui a volé avec ces couleurs-là. Franck, mais qui nous dit le F4U7 n'a jamais existé, m'avait affirmé je ne sais plus qui avec un aplomb étonnant. Ça, je sais extrêmement bien, je me souviens très très bien de cette discussion. Et c'était quelqu'un qui écrit sur un site dont la fiabilité est, comment dire, plus que discutable et dont les compétences aéronautiques sont plus que discutables. Le F4U7, on va vous le démontrer, il a parfaitement existé. Je crois que cette personne-là disait qu'en fait, cet avion-là, l'AU1, s'appelle en réalité le F4U6. Ben non. Et on va vous expliquer pourquoi. Et on va vous raconter son histoire. Voilà, un AU1, c'est ça. L'AU1, c'est la version attaque au sol du Corsair, d'où son nom. C'est une version d'après-guerre. Et le F4U7 est en fait une version de chasse de l'AU1. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais on va reprendre un point de détail qui, moi, me paraît assez important. C'est les histoires de dénomination des avions américains de l'US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, attention les mouches, là, on va leur faire du mal. Souvent, systématiquement, sur les avions de l'US Navy, vous avez le type qui est indiqué donc sous la dérive. Ici, on a un AU1. L'AU1, c'est un code de l'US Navy sur ses propres avions. En fait, comment ça se passe? Vous avez un constructeur qui développe un avion et qui lui fait porter une dénomination interne. Et à un moment donné, le client, l'US Navy, l'US Air Force, à ce moment-là, quand il l'achète, il lui affecte un autre code. Par exemple, le Corsair, chez Vogt, c'est le modèle V166B, que personne ne connaît parce que ça ne sert pas, c'était juste une dénomination interne. Mais une fois qu'il est arrivé dans l'US Navy, il est devenu le F4U. Et la première version qui est rentrée en service dans l'US Navy, c'est appelé le F4U1. Alors, la manière dont on l'écrit est aussi importante, c'est F4U-1. Le code de 3 lettres qu'il y a au début donne des indications sur quel est cet avion, quelle est sa mission et qui le construit. Le F, c'est pour fighter, chasseur. Le 4, c'est le 4e modèle de chasseur qu'on a acheté auprès de Vought. Et le code de Vought, c'est la lettre U. Donc ça donne F4U, le 4e chasseur Vought.
Bon, on peut essayer avec d'autres avions. Le F-4F Wildcat. F-4F, c'est le 4e chasseur commandé, lettre F, code pour l'entreprise Grumman. On va reprendre un autre code. Le TBM ou le TBF Avenger, on le connaît surtout sous le nom TBM. En fait, TBM, ça veut dire Torpedo Bomber, M pour General Motors. Pourtant, c'est un avion qui est conçu par Grumman. Oui, quand il était conçu et construit par Grumman, c'était le TBF, torpilleur bombardier Grumman. Pourquoi on parle plus souvent du TBM? Parce que Grumman, à ce moment-là, les usines Grumman sont très occupées par la production des Hellcat et des Wildcat, si bien qu'ils ont concédé la licence de construction à une autre société, et en l'occurrence General Motors, qui a produit le plus gros de la production des Avengers. Voilà. Donc ces codes-là nous donnent une information du type de l'avion, de sa mission et de son constructeur. Donc ça, c'est le premier bloc. Il y a le tiré, et derrière, vous avez la version. Et pour reprendre le Corsair, vous avez F4U 1, F4U 2, F4U 3. Ah, zut, raté, le 3, il n'a pas existé. Enfin, si, c'est un prototype d'intercepteur à haute altitude, grande vitesse, mais qui n'a jamais été construit, qui n'est jamais rentré en service. Donc lui, hop, on l'oublie. Mais malgré tout, derrière, il y a un F4U4, un F4U5. Ah, arrive le F4U6. Maintenant, il n'y a pas eu le F4U6 parce que justement, cette version 6 a été volontairement optimisée pour l'attaque au sol. C'est un camion à bombe. Si bien que la dénomination change. Et alors, c'est là où il y a un petit truc, c'est qu'on se retrouve avec AU1. AU, donc avion d'attaque Vought, première version. Sauf que si on avait dû suivre la dénomination, il y aurait dû avoir un A1U1, mais ça ne s'est pas écrit comme ça. Ça, c'est la dénomination US Navy, donc avec les codes constructeurs. Elle était imbitable. Derrière, en 62, cette dénomination, elle tombe, et on reprend pour toutes les armes la dénomination qui était adoptée par l'US Air Force, c'est-à-dire P-47, P-51, B-17. Donc, une lettre pour indiquer la mission de l'avion, un tiret et le type. C'était beaucoup plus simple. Si bien que, par exemple, le RA-5C dont tu parles, Lapinou, il faut l'écrire RA-5C. C'est un avion de reconnaissance et d'attaque, parce qu'à la base, c'est un... Alors non, c'est même un avion d'attaque, parce qu'à la base, c'est un bombardier, modifié en avion de reconnaissance, modèle 5, version C. L'A3J, c'est pareil, il est devenu A3 tout court. Et donc, l'AU1, qui est en fait un dérivé du F4U5, optimisé pour l'attaque au sol, ne pouvait pas s'appeler F4U6 parce que c'était pas un avion de chasse, c'était un avion d'attaque. A comme attaque, AU1, tout simplement. Et quand les Français sont arrivés au début des années 50 en disant nous, on voudrait bien une version de chasse. Bon, on va vous en faire une spécialement. Hop, c'est devenu le F4U 7, parce que c'était la 7e version du Corsair commercialisé. Voilà. Donc il y a... alors, sur les histoires de dénomination d'avions, vous pouvez vous prendre la courge pendant un bon moment, parce que entre le positionnement du tiré ou l'utilisation des points... c'est un truc imbitable. Il y a des pièges. En plus, il y a des trucs terribles. Par exemple, si vous prenez les avions français de la Première Guerre mondiale, le SPAD 13, enfin, toute la famille des SPAD, déjà, comment on écrit SPAD? Et le 13, en chiffre romain ou en chiffre arabe? Waouh! Parce que entre ce qu'on écrit dans les documents et ce qui est marqué sur la dérive de l'avion, des fois, il y a des belles différences. Quand tu as un système aussi complexe, des fois, tu peux faire des erreurs quand tu écris, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles notre ami a expliqué que le F4U7 n'existait pas. En fait, le F4U7, il existe bien, et voilà son histoire. Donc, le F4U7 Corsair... Donc, il est construit spécialement pour l'aviation navale française. Il y a 94 exemplaires qui sont commandés en 1952. Donc, 94 exemplaires qui sont produits en 1 an. Et le dernier F4U7 qui sort d'usine en janvier 53 est l'ultime Corsair, donc l'ultime des 13 582 F4U qui ont été produits au total entre 1940 et donc 1953. Derrière, la compagnie Vought va continuer avec le Cutlass F7U, le F8
F-8U Crusader à l'époque, et puis plus tard les A-7 Corsair, etc. Ces avions sont livrés aux unités françaises en Afrique du Nord, puisque c'est là qu'étaient basés, notamment à Bizerte, à Tellergma, des flottilles de chasse de l'aéronautique navale. Alors, monsieur Chauve-souris, donc on a le droit de se planter dans les shorts aussi et d'écrire Canadair avec un E. Monsieur Chauve-souris, tu peux te gourer sur un tiret, parce que entre le F7F et le F-7F, peut y avoir une erreur, mais mettre un E à la fin de Canadair, c'est un crime de lèse-majesté. C'est une faute d'orthographe, monsieur Chauve-souris, c'est une honte. Et tu seras fouetté, évidemment, en rétorsion de tes péchés, tout ça. Le Cutlass, ça n'a été que très peu de temps en service. Ouais, effectivement, c'était un avion qui était très pointu à piloter, sur lequel il y a eu beaucoup de casses. Et puis, de toute façon, à l'époque, c'est vrai que les avions restaient assez peu longtemps en service. Très vite, il y a eu le Crusader qui arrivait, qui a remplacé, qui était plus sûr. Par contre, j'ai lu un livre qui est écrit par un monsieur Petersen, qui était aussi le fondateur de Top Gun et qui a fait quelques années sur Cutlass. Et comme il ne s'est pas tué à bord d'un Cutlass, il a trouvé l'avion extraordinaire en combat aérien. Il s'éclatait avec. C'était un avion qui était extrêmement maniable, qui avait une grosse portance. Alors effectivement, il était un peu chaud à l'appontage, mais c'est comme ça, quoi. C'est intéressant de lire les mémoires des pilotes parce que l'avion a laissé une trace dans l'histoire, un peu comme le F-104 Starfighter, avec une réputation. Et puis quand tu lis les mémoires des pilotes, tu te rends compte qu'eux avaient une perception légèrement différente. Les pilotes qui ont volé sur F-104, même sur les versions F-104G, ils aimaient leur avion. Les derniers pilotes italiens à voler sur F-104, j'étais en contact avec un à ce moment-là, on avait discuté un peu, il adorait son avion. Et c'était un déchirement d'arrêter de voler sur Starfighter. Alors qu'on sait que l'avion, à cause des crashs en Allemagne, a une réputation épouvantable. C'est pour ça que c'est important d'écouter les pilotes. Donc, ce qui différencie l'AU1 du F4U7, parce que c'est une demande spécifique de l'aéronautique navale française. Les deux avions à la base, c'est le même fuselage que le F4U5, qui est un chasseur fin de Seconde Guerre mondiale et qui a surtout été utilisé pendant la guerre de Corée, qui est lui un chasseur au sens propre du terme, mais qui est utilisé régulièrement en attaque au sol. L'AU1, lui, est optimisé attaque au sol. Donc, on prend une cellule de F4U5, on lui met dedans un moteur R2800, 83W ou 80WA qui fait environ 2300 chevaux mais qui n'est pas pourvu de compresseur. Donc, il est optimisé basse altitude et son plafond opérationnel n'est pas très haut, c'est 6000 mètres. Le compresseur sert à rétablir la puissance avec la disparition de l'oxygène en altitude. Et donc, l'avion est optimisé basse couche. Il ne monte pas. Et c'est un camion à bombe. Il a 5 ou 6 points d'emport sous les ailes. Il en a aussi sous le fuselage. Il emmène des bombes, des roquettes. C'est un camion à bombe. Il se traîne quand il est chargé. Et dès qu'il a largué la marchandise, il peut manœuvrer, c'est pas un problème. Donc, pas optimisé. Quand les Français arrivent, ils demandent, eux, une version d'interception, une vraie version de chasse. Donc, ils demandent à ce qu'on greffe dessus un moteur R2800 18W de 2100 chevaux qui lui est doté d'un compresseur à double étage et qui lui permet de maintenir ses performances en altitude. Et il a, lui aussi, les mêmes rails sous les ailes, il a les mêmes points d'emport sous le ventre, et comme l'a eu ce que je n'ai pas précisé, il a aussi les 2 canons de 20 mm par aile, donc 4 canons de 20 mm au total, ce qui fait une puissance de feu assez phénoménale. Les moteurs R2800 18W, c'est la même version du moteur que celle qui équipait le F4U4, donc la version la plus optimisée pour la chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, visiblement, les premiers Corsair français qui ont été livrés avec des moteurs R2800 18W qui n'étaient pas neufs, qui avaient déjà été utilisés, peut-être récupérés sur des avions stockés. Donc voilà, c'est c'était très compliqué les débuts du Corsair. Donc les avions sont livrés à partir de 1953 en Afrique du Nord, sauf que dans le même temps, en Indochine, c'est la guerre, et l'aéronautique navale est un petit peu... elle utilise principalement donc, des TBM Avenger pour les attaques au sol, mais aussi des F6F L4
qui sont embarqués sur les porte-avions qui sont au large de la baie d'Along, par exemple, mais qui vont et qui interviennent, par exemple, sur Dien Bien Phu, au moment où la bataille commence. Ça veut dire que l'avion, avec ses charges de bombes, parce que là ils sont optimisés, ils sont utilisés pour l'attaque au sol, il doit faire quelques centaines de kilomètres au-dessus de l'Indochine, et donc ils se retrouvent avec très peu de temps, ce qu'on appelle aujourd'hui le playtime, c'est-à-dire le temps où ils peuvent survoler la cible et pour choisir la cible. Donc en fait, ils arrivent au-dessus de Dien Bien Phu, ils sont butés d'autonomie, il faut qu'ils repartent très très vite. Donc, ça aide pas pour faire de l'appui rapproché. Avec la bataille de Dien Bien Phu, que les états-majors savent vraiment stratégique pour la fin de la guerre, l'aéronavale décide d'envoyer des corsaires en Indochine. Sauf que, plutôt que d'envoyer les F4U-7, qui étaient déjà en cours de livraison en Afrique du Nord, ils ont appelé les Américains en disant « Est-ce que vous ne pourriez pas nous livrer des corsaires en urgence en Indochine, vu que vous avez des stocks qui sont en Corée ?» Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des AU-1 qui venaient de terminer la guerre de Corée, ils en ont pris 25, au hasard, hein, et ils les ont livrés par bateau en Indochine. Donc les 25 avions qui viennent de terminer la guerre d'Indochine, qui ont été un petit peu révisés à la va comme je te pousse, ils sont livrés donc en Indochine. Les pilotes de l'aéronavale les prennent en compte le premier jour et aucun ne marche. Ils ont passé quelques jours à les réparer pour les mettre en action. Par contre, à partir du moment où ils ont pu les mettre en opération, là par contre, ils sont allés au combat avec. Et pour les opérations en Indochine sur les corsaires français, donc uniquement les AU-1, puisque les F4U-7, eux, n'arrivent qu'en octobre. Et à ce moment-là, la bataille de Dien Bien Phu est terminée depuis longtemps, et puis c'est le moment où les armées françaises commencent à se retirer d'Indochine. Le bilan des corsaires français en Indochine, c'est 959 sorties. Il faut juste se souvenir qu'en fait, les corsaires, ils interviennent que dans le dernier mois de la bataille de Dien Bien Phu. Et donc, pendant ce dernier mois, il largue 700 tonnes de bombes, 170 bidons de napalm, il tire 300 roquettes et 70 000 obus de 20 mm. Il y a 6 avions qui sont perdus et 2 pilotes qui sont tués. Ensuite, donc la France perd la guerre d'Indochine, les avions sont rapatriés en Afrique du Nord au moment où la guerre d'Algérie commence. Et là, rebolote, les corsaires français participent aux opérations en Algérie. Jusqu'en 1962, ils font à peu près 15 000 heures de vol de mission de guerre et il y a 14 pilotes qui sont tués au combat. Pour combler les pertes et renforcer les moyens, à ce moment-là, la France se retourne à nouveau vers les États-Unis pour dire, bon, bah, est-ce que vous n'auriez pas à nouveau quelques corsaires à nous prêter? Ils nous ont envoyé, alors je n'ai pas le chiffre total des AU-1 qui ont été à nouveau livrés à la France, je crois que c'est une 60aine. Et dans le lot, il y avait déjà des AU-1 que la France avait utilisés en Indochine et avait restitués juste après. Donc on s'est retrouvé avec des avions qu'on a eu 2 fois. On rigole, mais c'est arrivé, il est arrivé la même chose sur les A-26 Invader qu'on avait utilisés en Indochine, qu'on a restitué à l'US Air Force, et quand les opérations en Algérie se sont renforcées, on a redemandé des Invader, et on a reçu à nouveau un lot d'Invader dans lequel il y avait des avions qui avaient déjà participé à la guerre d'Indochine. C'est toujours aussi rigolo. En 1956, les corsaires français... Voilà, ça c'est une image qui est prise donc en Indochine. C'est un AU-1. Alors l'AU-1, on le reconnaît du F4U-7 parce que comme il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas besoin d'alimentation en air supplémentaire. Donc on a un capot tout rond, sans rien. Et donc ça c'est un AU-1. Et si vous regardez, alors ça aussi c'est un AU-1 puisqu'il n'y a pas d'entrée d'air du menton. Si vous regardez un F4U-7, vous avez une entrée d'air ici, et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Pour reconnaître un F4U-7, en fait, hélice quadripale, canon de 20 et ouverture sur le menton. Si vous avez hélice tripale, canon de 20 et ouverture sur le manteau, c'est un F4U-2, je crois. Et encore pas toutes les versions, parce qu'il y en a très peu qui ont eu des canons de 20. Globalement, sur les corsaires de la Seconde Guerre mondiale, c'est 3 mitrailleuses de 12-7 par aile. Si vous avez des petites bajoues, des ouvertures sur les côtés, c'est un F4U-5 avec une hélice quadripale. Et si vous avez des hélices tripales, bah, c'est F4U-1, F4U-2. Donc là, ici, on a une opération en Indochine avec des plaques PSP, des bombes sous les ailes, un bidon pour améliorer l'autonomie et roule ma poule. Ça a été un peu la même chose aussi en Algérie. Donc c'est un AU-1. Elle repliée parce que bah, ça prend moins de place sur les parkings. Et encore, elle a à nouveau des plaques PSP.
Là, c'est à bord des porte-avions, puisque les corsaires français, que ce soit les AU1 ou les F4U7, ont été embarqués sur la Romanche, sur le Bois-Bello. D'ailleurs, au sein des flottilles, les avions étaient livrés, étaient en parc, il y avait des F4U7 et des AU1 dans les flottilles sans distinction, et les pilotes sautaient de l'un à l'autre. Bon, après, il y avait, s'il fallait faire une mission d'interception à haute altitude et que tu te retrouvais avec un AU1, bon, la mission n'était pas sûre d'être réussie. Finalement, les F4U7, la marine avait fait le choix d'avoir des moteurs compressés pour faire de la haute altitude, mais finalement, les avions ont fini par faire comme pour les AU1, c'est-à-dire qu'ils ont été principalement utilisés pour l'attaque à basse altitude. Il n'y avait pas de mission de chasse de toute façon possible en Algérie, puisque l'adversaire n'avait pas de force aérienne. En 1956, les corsaires français participent à l'opération de Suez. Alors, Suez, en 1956, part d'un problème simple. Nasser, le raïs égyptien, décide de nationaliser le canal de Suez, qui avait été construit par les Français, qui était encore exploité donc, par des sociétés étrangères. Il décide de nationaliser le canal pour que son pays puisse récupérer les subsides des droits de passage. Sauf que les Anglais et les Français n'étaient pas spécialement d'accord, surtout qu'ils avaient été mis devant le fait accompli. Donc ils ont monté une expédition militaire avec des porte-avions conjointes, et puis avec l'aide aussi de l'aviation israélienne. Et puis ils ont attaqué l'Égypte. Les opérations militaires ont été bien menées. La victoire militaire était sans doute possible, sauf que derrière, l'Union soviétique et les USA ont un peu tapé du poing sur la table pour dire « bon, laissez tomber là ». C'est des combats d'arrière-garde, c'est du combat de colonialistes, laissez tomber, rangez vos affaires, repartez à la maison et laissez-les récupérer le pognon du canal. Bon, l'opération a duré comme ça quelques semaines. Alors, pour ce qui concerne les corsaires français, il y a eu des avions des flottilles 14 et 15F qui étaient répartis sur les PA à Romanche et Lafayette. Ils ont fait des missions de combat assez spectaculaires, notamment l'attaque de la base du Caire. Alors, ils sont arrivés à 20 corsaires et ils ont pilonné tout ce qu'ils ont pu pilonner sur l'aérodrome. Et là, ils ont eu leur seule perte humaine du conflit. Ils ont perdu un pilote qui s'appelle Antoine Lancrenon, qui était pilote de corsaire dans l'aéronautique navale et qui a été perdu cours de cette mission. Alors, cette disparition-là, elle fait un peu débat dans le sens où on n'a jamais vraiment su ce qui lui était arrivé à Lancrenon. Il est perdu, ça c'est certain, pendant l'attaque de l'aéroport. Ses compagnons le perdent de vue et on ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Sauf que, et puis, les sources égyptiennes ne sont pas forcément très très fiables. Donc il y a plusieurs hypothèses. Soit il est tombé avec son avion, terminé. Soit il a réussi à se poser endommagé à cause de tirs de la DCA égyptienne. Et il y a des hypothèses qui disent qu'il aurait pu être lynché par la foule. Voilà, ça fait partie des choses un peu pas marrantes de ces histoires de combat. Il faut juste savoir que ça arrive. Voilà. Alors moi, j'ai pas de certitude absolue sur les hypothèses de sa disparition. Les deux sont acceptables. J'ai pas accès aux sources égyptiennes. Toutes les sources qu'on a sont des témoignages qu'il faut vérifier. C'est pas forcément évident avec le temps. Donc voilà, ça c'est une des histoires un peu marquantes de l'histoire des corsaires français. Ensuite, donc ils continuent après l'expédition de Suez, continuent à participer aux opérations en Algérie. Et puis en 1961, il y avait des avions qui étaient basés à Bizerte, qui était une base aéronavale de Tunisie. Et là, il y a un mouvement en Tunisie. La base est assiégée par les troupes tunisiennes. Et il y a des combats, et les corsaires participent très activement à ces combats qui se déroulent, mais vraiment autour de la base de Bizerte, uniquement pour des missions d'appui-feu. Là, on arrive au début des années 60, l'avion commence à être dépassé, les pertes commencent à être un petit peu lourdes, et puis on est au moment où l'aéronautique navale change de format. C'est-à-dire que là, on a construit 2 porte-avions modernes, le Foch et le Clemenceau. Dassault est en train de sortir l'étendard 4, qui va être un chasseur embarqué, chasseur bombardier avec de bonnes capacités. C'est un avion léger, mais un peu plus performant qu'un Corsair, ne serait-ce qu'en vitesse de croisière. Et puis, il y a les Crusaders qui vont arriver.
Et surtout, alors, le principal problème qu'il y a avec les deux nouveaux porte-avions, c'est qu'ils ont des catapultes à vapeur qui sont très puissantes. Or, les catapultes des deux autres sont des catapultes pneumatiques. Et il me semble qu'il y a des problèmes de tolérance au catapultage qui fait que sur des catapultes à vapeur, les efforts sur la structure des Corsair seraient un peu fortes. Donc en fait, le Corsair, il est maintenant, à ce moment-là, totalement dépassé. D'un autre côté, c'est un avion qui a été conçu 20 ans plus tôt, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, il ne faut surtout pas l'oublier, même si c'est pas la même version. Enfin, c'est les mêmes moteurs, tout ça, bon bref. Et puis, on arrive à un tournant de l'histoire de l'aéronautique navale. Donc, en 64, les derniers Corsair, que ce soit des AU-1 ou des F-4U-7 qui restaient, sont mis au rencard et arrêtés, remplacés donc par les flottilles, par les étendards, par les crusaders. Et on passait de l'hélice au réacteur. Alors l'aéronautique navale française était déjà passée au réacteur avec l'Aquilon, qui était un Sea Venom, un dérivé du Vampire, qui était un intercepteur radar embarqué. Donc il y avait déjà des réacteurs dans l'aéronautique navale, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et puis c'était pas un avion d'attaque au sol, c'était vraiment un intercepteur. D'ailleurs, je me demande si les Aquilons n'ont pas été remplacés directement par les crusaders. Donc l'aéronautique navale avait déjà touché du réacteur. Mais effectivement, avec l'apparition du Foch et du Clemenceau, là, il y avait une vraie révolution. On abandonnait les deux porte-avions qui étaient des héritages des flottes britanniques et américaines. Le Bois-Belleau, c'est le Belleau-Wood qui avait fait la Seconde Guerre mondiale. Et la Romanche, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pareil, c'est un porte-avions qui nous a été offert par... alors je crois que celui-là, c'était par la Fleet Air Arm. Il y en avait un qui était d'origine anglaise et un qui était d'origine américaine. Si mes souvenirs sont bons, bon, ça vous vérifierez dans la bibliographie. Et donc les avions sont arrêtés de vol en 64. Il y a un dernier vol qui est fait avec 16 avions au-dessus de la base d'hier, je crois, ou du QRS. Et les avions sont abandonnés. Et c'est là qu'arrive l'histoire de la préservation de ces avions. Ces avions, en fait, ont été achetés selon le plan MDAP, c'est-à-dire le Mutual Defense Assistance Programme de 1949, qui est établi dans un cadre de guerre froide, en fait, en lien avec le plan Marshall. C'est-à-dire que les Américains décident que l'Europe doit être la barrière de l'Atlantique face aux éventuelles invasions soviétiques. Il faut armer l'Europe pour faire face. Et pour armer l'Europe, sachant qu'on a subi toutes les destructions de la Seconde Guerre mondiale, les industries aéronautiques militaires sont détruites. Le seul moyen, donc, c'est de créer un plan qui permet aux Européens d'acheter à des conditions favorables du matériel de guerre américain. Et donc les Corsair, qui sont commandés par l'aéronautique navale, en fait, sont commandés quasiment avec un financement américain. Les Américains, sur le coup, sont gagnants deux fois. On travaille à leurs ouvriers, ils vendent le matos, et puis, je ne sais pas comment ça se passe pour les intérêts, mais on les connaît assez bien pour savoir qu'ils n'ont pas perdu grand-chose dans cette histoire. Donc, en 61, comme ces avions acquis selon le plan MDAP ne servent plus à rien en France, est-ce qu'on les refourgue aux Américains comme on a fait pour les AU-1 après la guerre d'Indochine en disant on n'en a plus besoin, récupérez vos trucs? À ce moment-là, les Américains, les Corsair, ça ne les intéresse plus du tout. Et ils ont donné l'ordre de détruire les avions. Vous ne pouvez rien en faire, vous n'avez pas le droit de les revendre à d'autres pays, puisque finalement, nous, on a encore un droit moral dessus. Donc, vous les pétardez. Et ils ont été quasiment tous dynamités, que ce soit les AU-1 et les F-4U-7 à QRS entre 64 et 65. Ce qui fait qu'en fait, théoriquement, rien n'avait été prévu pour qu'il y ait des survivants et qu'il y ait des machines qui partent en musée. Or, le mouvement Warbird, à ce moment-là, il n'est pas encore né. Les avions de la Seconde Guerre mondiale, à ce moment-là, il y a ceux qui sont intéressants pour faire encore des missions avec, genre les bombardiers d'eau, comme l'Invader, soit pour continuer à faire la guerre avec, genre les Invaders de Hanmark pour la guerre du Vietnam, soit vous en faites des avions d'affaires, comme les Invaders modifiés par Hanmark et d'autres, comme les Lockheed 18 qui sont modifiés par Howard, comme le Howard 500, ce sont des avions d'affaires dérivés d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'y a pas de mouvement de Warbird, il n'y a pas les meetings, il n'y a rien, c'est juste fait pour les militaires pour faire du recrutement, et les avions anciens n'intéressent pas grand monde finalement. Le mouvement Warbird, il arrive
avec le tournage du film La bataille d'Angleterre, où là, il a fallu ressortir des Spit. Il a fallu utiliser des Heinkel 111 qui étaient encore en service en Espagne parce qu'ils en avaient produit sous licence par CASA notamment, et puis pareil pour les Messerschmitt 109. Et c'est avec ces avions-là, on s'est dit, ah tiens, les avions anciens de la Seconde Guerre mondiale, ce serait pas mal d'en garder en service pour les meetings, pour montrer ce que c'était, pour rendre hommage aux jeunes pilotes, parce qu'il faut savoir que les gars qui avaient 20 ans en 1940-45, qu'on combattu avec, ils étaient encore au boulot en 60, hein, ils avaient 40 ans. Et donc, dans les années 70, ils ont 50 ans, et c'est à ce moment-là que tu dis, ah, était belle ma jeunesse. Ça correspond aussi. Préserver des avions pour les musées, c'était pas encore trop dans les mœurs, c'est préserver en état de vol, ça l'était pas trop. Mais malgré tout, il y a eu un miracle qui est un peu long à expliquer, donc je vais passer très rapidement, mais finalement, il y a eu 4 avions qui ont été récupérés, qui ont été sauvés. Alors, il y en a eu un, donc numéro de code, numéro d'immatriculation 133 693. Lui qui a été aussi repeint, on a eu un par un propriétaire américain qui s'est crashé en Californie en 87, totalement détruit. Le 133 704 qui était exposé dans un musée dans l'Alabama et qui a été transféré au musée de San Diego il n'y a pas très très longtemps. Il est exposé lui aussi aux couleurs d'un AU1, alors que c'est un vrai F4U7. Ça pique. Le 133 710 qui a été exposé à Quantico, donc qui est le centre d'entraînement de formation des Marines, évidemment comme AU1. En plus, à ce moment-là, ils l'ont immatriculé 133 714. Pourquoi ils n'ont pas gardé le numéro d'origine? Alors, je ne sais pas. Il a été ensuite immatriculé au Canada puisqu'il a été remis en état de vol. Il a participé à des tournages télé. Et c'est celui que je vous ai montré qui est en cours de restauration aux États-Unis. Voilà, le voilà tel qu'il apparaissait dans les années 70. Alors, c'est une photo qui est prise à Van Nuys en 1976. Voilà à quoi il ressemblait. Donc, c'est bien un F4U. 7, on voit bien le menton. Et puis vous avez le 133 722 qui a volé un temps en Grande-Bretagne aux couleurs des avions de l'opération de Suez, donc avec les bandes jaunes et noires. Le pilote s'appelait Lindsay Welton, il volait à Duxford. L'avion a été ensuite vendu au Tillamook Air Museum, revendu à Ericsson Aircraft Collection. Alors Ericsson, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose puisque ce sont les propriétaires des avions MD-87 et puis des DC-7 d'Ericsson. Ensuite vendu au Tillamook et vendu à la société N33A en Oregon, et il est en état de vol. C'est lui qui est en photo dans sa configuration. C'est une photo assez récente, il vole régulièrement. Alors, je crois qu'il est à Madras, mais à vérifier. Oui, il y en a eu aux courses de Renault. Je crois pas que des Corsair aient gagné les courses, mais il y a eu des participants régulièrement, y compris avec des moteurs, comment dire, bien boostés. Ouais. Puis il y a eu les versions... Si on parle des Corsair français, donc l'histoire s'arrête en 64. Il n'y a pas de survivants. Enfin, en tout cas, les avions qui ont pu être récupérés sont partis à l'étranger. C'est-à-dire que le musée de l'aéronautique navale de Rochefort pleure pour avoir un jour un Corsair. Et c'est quand même un avion emblématique, parce que c'est quand même l'avion que tout le monde reconnaît à cause d'une certaine série télé, tout ça. Voilà. Dans les années 2000, il y a eu celui-là, qui est en fait un F4U5, qui a été restauré au Castellet à la fin des années 90. Il a volé pour la première fois en 2000 ou 2001. Il est resté en France jusqu'en 2010. Son pilote attitré, c'était Ramon Josa, qui est un pilote de l'aéronautique navale, qui avait pour particularité d'avoir commencé sa carrière sur Corsair, de l'avoir terminé sur Super Étendard, d'avoir volé aussi sur F8 Crusader. Et donc, dans les années 2000, Ramon, il présentait l'avion de sa jeunesse et il le présentait extrêmement bien en vol. Là, c'est une photo que j'ai prise lors de la dernière fois que je l'ai vu voler à ces couleurs-là. C'était au meeting de hier en 2010, donc le meeting anniversaire, le centenaire de l'aéronautique navale. Superbe meeting, et où il était présent et où il a fait une démo d'enfer. Voilà, ça c'est après s'être posé. En fait, il avait fait une démo à rallonge parce qu'il y a eu des trous dans le programme, puisque la veille du meeting, il y a le Focke-Wulf 190 qui était parti à la flotte. Et comme il y avait une suspicion de problème sur le carburant, tous les avions qui avaient été alimentés en carburant sur le même camion qui avait fait le plein du Focke-Wulf ont été interdits de vol pendant le meeting, le temps qu'on fasse des analyses. Le Corsair, lui, était arrivé avec assez de carburant pour faire la démo et le retour. Donc, il a occupé le terrain pour tout le monde. Et on s'est régalé. Et en plus, je crois que c'était la dernière démonstration que Ramon faisait sur le Corsair. Il avait dit qu'il arrêtait de voler sur le Corsair, puisqu'à ce moment-là, l'avion est déjà vendu.
n'a pas encore été transféré au nouveau propriétaire, donc Ramon savait que c'était la dernière fois qu'il volait dessus. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres opportunités, mais dans l'histoire dont je me souviens, c'était son dernier vol sur Corsair, et il s'est absolument et totalement régalé. J'ai vu également des corsaires en meeting de Ferté-Alais. Oui, et il y en a, puisque la Ferté-Alais, il y a le fameux corsaire F4U5 NL qui a été acheté par Jean Salis dans les années 80, qui a volé jusque dans les années 2000, et puis qui a été restauré il y a quelques années, qu'on voit maintenant à chaque édition, et qui est absolument magnifique, qui a été, lui, restauré aux couleurs qu'il avait quand il était dans la chasse de nuit américaine, période de guerre de Corée, qui est juste superbe. Et puis, il y a Christophe Jacquard, qui, dans les années 90-2000, avait un F4U4 qu'il a revendu derrière. Donc des corsaires français aujourd'hui, donc ils sont tous aux États-Unis pour les vrais. Il reste un corsaire en France qui est le F4U5NL de la Ferté. Et effectivement, quand il est en meeting, on s'en lasse pas. Et puis à Melun, au mois de septembre dernier, il y avait ça qui était présent en vol. Et donc, c'est un F4U5 qui appartient à un propriétaire allemand et était venu présenter son avion. L'avion est aux couleurs qu'il avait d'un avion de l'US Navy, période guerre de Corée. Et bien, ce F4U5, là, c'est tout simplement celui-là, dont ils ont modifié le capot, qui était un capot de F4U7 avec l'entrée d'air ici, et qui ont mis un capot de F4U5 avec les bajoues ici pour les compresseurs, et parce qu'à la base, l'avion était sur base de F4U5. Ce qu'avaient fait les gens du Castellet, c'est qu'ils avaient racheté un F4U5 au Honduras, je crois, il avait transféré en France, et ils lui avaient mis un moteur de F4U4 ou 7, enfin donc la bonne version du Pratt & Whitney, et surtout ils avaient modifié le capot pour qu'il ressemble réellement à un F4U7. Et c'était très réussi. Comme ça a été vendu, le nouveau propriétaire a trouvé que la version française n'était pas intéressante et l'avait remis aux couleurs d'un avion de l'US Navy, voilà, ou des Marines, je sais plus. Donc si bien que aujourd'hui, des corsaires aux couleurs françaises, alors que ça a été le dernier de tous les corsaires, qu'il a quand même participé pendant une dizaine d'années aux opérations navales françaises, qu'on en a eu donc entre les 94 et les 60, donc environ 150, que si mes souvenirs sont bons, il y a eu au total, je crois quelque chose comme 250 pilotes qui ont été lâchés dessus, 270 pilotes qui ont été lâchés dessus. C'était le premier avion neuf construit spécialement pour l'aéronautique navale française après-guerre. Ah, c'est rageant, quoi. C'est rageant. Voilà, ça c'était la ligne de vol à Melun, avec c'est un F4U4 de chez Red Bull, le F4U5 des Allemands, je me souviens plus du nom du propriétaire, et donc ici vous avez le F4U5 NL, remis aux couleurs d'un N, de la Ferté-Alais. Quand tu arrives sur le parking à Melun, et tu as 3 corsaires devant toi, et en plus, ils ont volé. À côté, il y a un P38. Vraiment, c'était bien. Vivement l'automne que ça recommence. C'est un peu triste pour les corsaires français. On n'a pas su garder ce patrimoine. On n'a pas su reprendre aux Américains ces avions ou se dire il faudra au moins garder un ou deux. Un pour le musée de l'air, un pour le musée de Rochefort. Enfin, le musée de Rochefort à l'époque, c'était un rêve. Et celui qui était en état de vol au Castellet, les gars vieillissaient, donc l'ont revendu. Puis il faut savoir qu'un corsaire en état de vol, ça coûte une blinde. Aujourd'hui, on parle en millions d'euros pour un corsaire. Donc c'est rageant quand même. C'est rageant. Surtout que l'avion est extrêmement populaire pour une raison. Alors évidemment, alors là, je montre la photo d'un vieux monsieur, mais quand il était plus jeune, Greg Boyington, les Tête brûlée, Baba Black Sheep, évidemment la série télé des années 70, elle a fait énormément pour la renommée du Corsair, parce que alors c'est une série qui n'a pas eu un grand succès finalement aux États-Unis. Il n'y a eu qu'une trentaine il y a eu que 2 saisons, donc une trentaine d'épisodes, mais c'est encore rediffusé 45 ans encore à la télé française en boucle. Moi, quand on me parle de Boyington, je pense à la phrase de Fitzgerald qui dit « Montrez-moi un héros, je vous écrirai une tragédie ». Pour beaucoup, pour vous, Boyington, c'est un héros. En fait, toute sa vie, Boyington, ça a été une tragédie. Alors, évidemment, il y a des faits qui sont drôlatiques. Quand on peut résumer Boyington, par exemple, on peut dire c'est quand même un mec qui a été décoré de la Medal of Honor à titre posthume de son vivant. J'explique. Boyington
après avoir pris le commandement de la VMF 214, au cours des combats, il est, alors je ne sais plus s'il est abattu ou s'il a une panne, il tombe à l'eau, il est récupéré et il est perdu. Et donc il est considéré comme perdu, missing in action, probably dead. Sauf qu'en fait, il a été récupéré par un sous-marin japonais. Les Japonais ne faisaient pas trop de prisonniers, mais bon, là, ils ont vu un mec dans l'eau, ils sont allés le récupérer. Et il a été capturé et il a passé le reste de la guerre dans un camp de prisonniers. Alors le fameux camp de prisonniers sur lequel il y a eu plusieurs films parce que les conditions de détention étaient extrêmement difficiles et comme le Japon n'était pas vraiment signataire de la Convention de Genève, la Croix-Rouge avait beaucoup de mal à savoir qui était prisonnier et comment vivaient les prisonniers. Donc il n'y avait pas d'échange entre les États-Unis et le Japon sur le sort des prisonniers de guerre, donc les Américains ne savaient pas qu'il était encore vivant. Et comme il avait tout un tas de victoires aériennes, certaines d'ailleurs sont discutables, son score officiel est discutable, il en a c'est sûr, mais le nombre exact n'est pas connu avec précision. Il avait participé aux Tigres volants, et comme les Tigres volants étaient plus ou moins rémunérés sur le nombre de victoires aériennes, je crois qu'il y a eu des scores qui ont été gonflés un peu artificiellement pour récupérer des pépettes. Mais bon, ça c'est pure médisance de ma part. Malgré tout, c'était un chef charismatique, il était bien commandant de sa flottille, de son escadrille. Il a des combats aériens, effectivement, contre des héros et des victoires aériennes sur la guerre du Pacifique, et effectivement, il disparaît. Donc, comme c'était un héros, il a eu la médaille d'honneur. Et puis quand la guerre s'est terminée, qu'il a été libéré. Bonjour! Ah, dis donc, vous croyez mort? Ah bah, on vous a distribué une médaille. Bah, écoutez... Elle était à titre posthume, mais on vous la donne quand même. Faut se rendre compte que la Medal of Honor, c'est quand même... Nous, on donne la Légion d'honneur assez facilement, mais alors la Medal of Honor, pour l'avoir, il faut vraiment s'accrocher. Donc, Greg Boyington, dans ses mémoires, il raconte un truc absolument extraordinaire. C'est que les conditions de détention dans ce camp de prisonniers étaient terribles. Et paradoxalement, Greg Boyington, il a vécu ces années-là avec, je ne vais pas dire du plaisir, mais il en a tiré quelque chose d'assez positif. Et la raison, elle est assez dingue, c'est qu'en fait, Boyington, il a toute sa vie été alcoolique. Et c'était un alcoolique maladif. Il s'est pourri la santé comme ça. Il est mort relativement jeune parce qu'il était pourri de partout à cause de l'alcool. Et pendant les 2 ans où il a été prisonnier de guerre, il n'a pas touché une goutte d'alcool. Il était sevré. Et en fait, il a mieux vécu cette partie-là de sa vie que d'autres. Et c'est très, très frappant de lire ces mots, que lui-même le reconnaisse, alors que les conditions de détention étaient abominables. Bah, lui, il en tire un truc en disant, bah oui, mais finalement, pendant cette période-là, j'ai pas bu. Parce que Boyington, on le voit dans la série, c'est un dragueur, c'est un bagarreur, c'est un mec effectivement qui a strictement rien à faire de la hiérarchie, et c'est surtout un poivreau. Il faut bien se rendre compte de ça. Et donc pour la série, qui est tournée au milieu des années 70, pour lequel ils ont racheté les droits de ses mémoires, parce qu'ils n'ont pas fait la série comme ça, ils ont racheté les droits à Papy Boyington, qui, franchement, était dans une situation financière à cette époque-là catastrophique. C'est quelqu'un qui n'était pas fait pour le monde du travail. C'était quelqu'un qui était fait pour être militaire, pour être soldat, pour être pilote, mais alcoolique. Il n'a pas pu rester chez les Marines. Donc il s'est lancé dans des affaires et il a échoué systématiquement parce qu'à un moment ou à un autre, il a replongé dans l'alcool. Et donc quand il a écrit ses mémoires, il a gagné un peu d'argent parce que ses mémoires ont très bien marché, ça s'est très bien vendu, donc il a récupéré du pognon, mais il en a bu une bonne partie. Et puis là, quand c'est Stephen J. Cannell qui est arrivé, qui a acheté les droits, il a gagné de quoi terminer sa carrière un petit peu plus confortablement, surtout qu'en plus, il a été engagé comme conseiller technique pour la série, et qu'il a un petit rôle lui-même dans la série. Alors il joue pas le rôle de Greg Boyington puisqu'il avait plus l'âge de le faire, c'est Robert Conrad qui le fait et qui le fait extrêmement bien. Non, il joue le rôle du général, je sais plus comment, qui apparaît dans 3 épisodes. C'est Boyington en chair et en os qui vient intervenir dans la série. Et la photo, je vous la montre, vous l'avez vue. Un des avions qui a servi au tournage des Têtes brûlées en 1976. C'est un F4U7, aux couleurs américaines évidemment. C'est le F4U7 qui est en cours de restauration actuellement. Et cet avion, non seulement il a participé à toutes les opérations françaises, que ce soit, alors je ne sais pas s'il a volé en Indochine, mais c'est certain, il a fait l'Algérie, et il pourra regarder s'il a fait Suez. Derrière, il est vendu aux États-Unis, et il a participé au tournage de la série mythique des séries mythiques des passionnés d'aviation. Et ça, c'est pas beau, ça?
Et donc, l'avion qui a été endommagé va être restauré. Donc, enfin, voilà, que cet appareil-là va revivre. Ah, bah, c'est trop chouette, c'est trop bien. Ça fait trop plaisir. C'est pour ça que j'avais envie de parler des Corsair aujourd'hui. Pour le tournage de la série, elle s'est tournée en Californie. Il y a eu alors, un certain nombre d'avions qui ont été utilisés pour tourner les séquences, mais et tous les gens qui connaissent bien la série se rendent compte que les séquences, elles sont répétées, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait voler les avions tant que ça pour la série, parce que ça coûtait une blinde, malgré tout. Et donc, ils ont tourné la série avec un F4U1A, un F4U1B, 4 FG1D. Donc, les FG1D, c'est quoi? C'est des F4U1D construits par Goodyear. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les dénominations des versions, Vought était très occupé à construire ces Corsair, mais la demande était très forte, si bien qu'ils ont délocalisé une partie de la production à une société qui s'appelle Goodyear, et qui fabriquait des pneus, mais qui avait des usines. À la place des pneus, ils ont fabriqué des avions. Et ils ont fait une version qui s'appelait le FG1D, qui est en fait simplement le F4U1D, mais construit par Goodyear. Et puis donc, ils ont utilisé un F4U7, entre nous soit dit, F4U1A et F4U1B pour les têtes brûlées, c'est déjà à la limite de l'anachronisme. Je crois que c'était des F4U1 tout court, avec la bonne vieille verrière birdcage. Le FG1D, Boeing n'a jamais volé dessus au sein de son unité. Et le F4U7, pour les raisons que je viens de vous expliquer, encore moins. Voilà. Mais malgré tout, ça le fait à l'image et c'est assez chouette. Voilà, une des images du tournage avec un autre Corsair. Alors celui-là, c'est le F4U4 qui était en service pour le film, avec les décors. Alors évidemment, ça n'a pas été tourné dans les îles, là-bas, dans le Pacifique. Ça a été tourné en Californie. Un petit aérodrome qui s'appelait Indian Dunes, qui est situé, et c'est là, c'est marrant, situé juste à côté de Santa Clarita. Alors, il y a eu des séquences qui ont été tournées à Lancaster, à Foxfield. Regardez les émissions qu'on a fait sur les feux de forêt en Californie. Le nom a été prononcé plusieurs fois parce que cet aéroport, qui est en bordure du désert, donc c'est bien pour tourner un certain nombre de scènes, c'était très pratique pour ce genre de choses. Et en fait, Indian Dunes, il se trouve là. Il n'existe plus aujourd'hui. Le terrain, visiblement, est reparti en vocation agricole, mais je n'ai pas la date. Il est à côté de la ville de Santa Clarita. Et là, si vous regardez la carte, ici, vous avez le lac Castaic, le fameux lac où les Canadair sont venus écoper pendant les feux qui a eu lieu à Los Angeles ces dernières semaines. Et donc, quand on regarde les feux, quand on regarde l'actualité, il faut juste se dire « Ah, mais dis donc, ma série préférée, c'est là qu'elle a été tournée, dis donc ». L'aérodrome a été fermé, je ne sais pas la date, visiblement début des années 80. Mais c'était un petit aérodrome d'aviation légère, peut-être même lié au ranch qui est juste à côté. Et c'était un terrain qui était très usité pour des tournages parce que le fond, l'arrière-décor, si vous voulez, il était plutôt neutre et plutôt naturel. Puis surtout, on est à 10-15 km d'Hollywood. Donc, tous les acteurs qui vivent dans le coin, à Pacific Palisades, par exemple, ils n'avaient pas trop de chemin à aller faire pour aller au tournage. Et donc là, il y avait des F4U7, il y avait des F4U4, des FG1D, etc. Donc, avec des avions sympas. Et donc, ça, c'était le clin d'œil final de notre histoire. Voilà, le F4U, ex-F4U7 français, mais réel F4U5 en vol à Melun au mois de septembre dernier. Et c'était superbe. C'est vrai qu'il est très beau. Mais un Corsair, c'est beau. Ça fait partie des Warbirds que j'aime le plus. Parce que... Alors, pas forcément à cause de la série, parce que j'ai du mal à la regarder, parce que je trouve les scénarios un peu bébêtes, les effets spéciaux un peu bébêtes, l'histoire un peu tirée par les cheveux. Les acteurs sont géniaux, les gags sont marrants. C'est vrai qu'il y a plein d'humour, mais c'est pas très réaliste. Ouais, je les ai vus quand j'étais gamin, mais là aujourd'hui, non, je la regarde plus. Quand je tombe dessus, je regarde les Corsair, je me dis tiens, le F4U7, il est là, et puis je zappe parce que pas besoin. Par contre, il y a un truc qui est très sympa sur la série, et c'est par ça que je vais terminer vu l'heure. Il y a des bouquins. Et par exemple, si vous êtes fan de la série télé, les têtes brûlées, que vous voulez tout savoir sur les têtes brûlées, c'est ce livre-là qu'il vous faut. C'est écrit par Didier Liardet avec l'aide de son frère. C'est publié chez Iris. Alors, c'est un livre qui a une dizaine d'années, qui a été réédité plusieurs fois. Je pense qu'il est toujours disponible, ou au pire, le trouver d'occasion, c'est pas très compliqué. Mais c'est vraiment le guide du passionné de la série. Il y a tout, les tournages, les avions, les acteurs, ce qu'ils ont fait avant, après, et puis le scénario de tous les épisodes, les notices de tournage. C'est assez velu, hein. Il y a quasiment 300 pages.
plein de photos, il y a des interviews des acteurs. Franchement, si vous êtes passionné de la série, si vous adorez la série, c'est un bouquin qu'il faut avoir. Non mais sérieux, je rigole même pas là. Pour l'histoire des corsaires français, je me suis notamment appuyé sur le hors-série du Fana, qui est signé par un copain, Sébastien Guillemin. Alors Sébastien, c'est pas un très grand écrivain, lui-même le reconnaît. Par contre, c'est un collectionneur de compétition et c'est un chercheur hors pair. Donc c'est très bien documenté. C'est parfois rédigé, bon c'est compliqué à le suivre parfois, mais alors il y a une collection de photos à tomber, et puis l'histoire, elle est détaillée. Ouf, ouais, c'est dingue. Et puis ça coûte 10 euros, donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc le hors-série, il est paru il y a 2 ans, je crois qu'il est toujours disponible. Il y a des photos géniales, il y a des témoignages sympas, notamment Guirec Doniol, amiral 5 étoiles. Guirec Doniol, qui lui a fait partie des 3 pilotes français qui ont réussi à atteindre les 1500 heures de vol sur Corsair. Et Doniol a volé derrière sur Crusader, et il a commandé le Foch, et il a terminé amiral, conseiller militaire du président Mitterrand. Voilà. Et il a été le fondateur de l'association l'Ardent, qui est l'association de recherche de documentation sur l'histoire de l'aéronautique navale, qui est une association assez dynamique qui produit pas mal d'ouvrages et des lettres d'information qui sont extrêmement intéressantes. Donc si vous vous intéressez à l'histoire de l'aéronautique navale, c'est un passage pas obligé, mais très 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 fortement conseillé. Sur l'histoire globale des corsaires en français, il y a ce livre qui est signé de Bruno Potini. Alors Bruno Potini, il est plutôt illustrateur, d'ailleurs il a fait, je crois que c'est lui-même qui a fait les profils qui sont dans le livre. C'est une réédition d'un ouvrage qu'il avait publié dans les années 2000. Ça c'est la version Emdal de... en quelle année celui-là? 2019, donc il n'est pas très vieux, et surtout il n'est pas très cher. Si vous le trouvez, il doit coûter aux alentours de 35 euros. Et... c'est un beau livre qui raconte l'histoire de tous les corsaires, des opérations, qui est très illustré de profil. La partie française s'inspire un petit peu de ce que j'avais publié, moi, il y a une vingtaine d'années sur le sujet. Non, pour 35 euros, non, franchement, c'est très bon investissement. Voilà, ça, je vous le conseille aussi. Évidemment, Les Têtes Brûlées par Papy Boyington, la version française de ses mémoires. Alors j'ai une histoire perso avec ce livre, puisque il est publié à l'origine par les éditions Altipresse. Et à l'époque, c'était un ami qui l'a dirigé, qui s'appelait Richard Delahaye. Richard est malheureusement décédé dans un accident d'hélicoptère quelques mois après l'apparition du livre. Je m'entendais très très bien avec Richard, qui était quelqu'un d'une culture aéronautique extraordinaire. Richard m'avait demandé, moi en tant qu'ancien libraire, si je voyais des récits de pilotes qui avaient été publiés en anglais, jamais traduits en français, qui pourraient être potentiellement des succès d'édition. Je lui avais fait une liste, et dans la liste, il y avait les mémoires de Papy Boyington, que moi je n'avais pas lu à titre personnel, mais je savais que vu le nombre de fois où on me les avait demandés en français, il fallait faire un jour quelque chose. Et en 2008, Richard se décide à acheter les droits du livre et à le publier en français. Et donc, pour me remercier de lui avoir indiqué ces livres-là, c'est une mission qui était difficile à rétribuer parce que ça ne correspond pas aux droits d'auteur habituels. Enfin, qu'est-ce que tu vas facturer sur du conseil éditorial comme ça? Bon. Et donc, pour me remercier de cette liste dont il a fait un bon usage, puisqu'il y a eu quelques bons livres traduits et qui étaient dans ma liste, il m'a dit, si tu veux, je te propose un truc, tu écris la préface et je te rémunère pour l'écriture de la préface. Et si vous regardez bien, j'ai eu la chance, moi, d'écrire la préface des mémoires de Gregory Boyington. Et j'ai même ajouté la postface. J'ai gagné un petit chèque, pas énorme là-dessus, mais ce livre-là, pour moi, est important parce que j'ai mon nom dedans. Voilà, c'est mon petit lien perso avec Greg Boyington, qui est venu en France dans les années 80, mais que j'avais pas rencontré, j'étais trop jeune à l'époque, qui a fait une séance de dédicace au Salon du Bourget, je sais plus quelle année, et je sais qu'il y a des gens qui ont par contre le livre original en anglais, signé par Papy Boyington. Je suis jaloux. Je suis jaloux. On va continuer, j'ai encore 3 livres à vous présenter, puis après on arrête. Voilà, une des bonnes sources sur les corsaires français, c'est le livre de René Baille. René Baille était photographe aux armées en Indochine et en Algérie. Très bon photographe. Il avait fait ce bouquin édité à compte d'auteur dans les années 80, fin des années 80, début des années 90.
qui racontait l'histoire des corsaires français, plutôt la période Indochine. La période Algérie était un petit peu plus légère. Il avait rencontré pas mal de pilotes, il avait des témoignages, puis surtout, c'était la première fois qu'on avait autant de photos des corsaires français. C'était le premier bouquin, premier livre documenté vraiment sur le sujet. Il y avait des articles, mais bon, on est dans les années 80, la recherche historique, c'est pas celle qui est aujourd'hui, c'était pas aussi pointu. Il était le premier à avoir sorti des choses sur ce sujet-là, et son livre était rapidement devenu assez difficile à trouver. Et puis, même carrément très recherché, j'ai eu la chance de tomber sur un exemplaire à vil prix, donc celui-là est vite rentré dans ma collection. Et en 2005, le livre a été réédité, augmenté, chez Docavia. Là, au lieu d'avoir 130 pages, on est passé à 240. Un peu déçu, le Fred, parce que ça parle beaucoup de la guerre d'Algérie, ça parle beaucoup de la guerre d'Indochine, et quelque part, le rôle des corsaires dans ce conflit est pas très bien détaillé. Il parle beaucoup aussi de la Seconde Guerre mondiale, mais est-ce que c'était là qu'on l'attendait? C'est un livre que j'ai trouvé décevant, qui est toujours disponible, qui reste un beau livre. Mais honnêtement, si vous trouvez celui-là et celui-là en même temps, prenez celui-là, qui est plus précieux à mes yeux. De René Baille, par contre, celui-là, je vous le conseille absolument, c'est un récit. Il y a très peu de photos, c'est que du texte, c'est du récit, c'est des aventures, c'est tout ce qu'ont fait les aviateurs marins en Indochine, donc sur Grumman Goose, sur Helldiver, sur Privateer, sur Corsair. C'est super bien écrit, voilà, ça c'est de la régalade de lecture. Alors ça a été publié dans les années 80 dans une maison d'édition qui malheureusement n'existe plus. Ça c'est quelque chose que vous ne trouverez que d'occasion, et je ne sais pas à quel prix on les trouve, parce que moi j'avais acheté ça dans les années 2000, je ne l'avais pas payé cher, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Bon, il y a des trucs comme ça qui existent sur le Corsair. Ça c'est le manuel de pilotage du F4U5, le manuel d'origine avec tous les petits détails techniques. Ça c'était publié chez Schiffer, c'était très sympa. Ça c'est un truc, je ne sais pas où je l'ai récupéré, c'est les photocopies du manuel de vol de la U1. Même chose, même principe. Mais bon, là, c'est des photocopies, c'est un document perso. Je ne sais plus d'où je l'ai récupéré, celui-là. En anglais, un très bon livre sur le Corsair. Je ne sais pas si on le trouve encore, mais celui-là couvre toutes les versions et de façon technique assez pointue. Et pour une fois, les versions françaises ne sont pas oubliées, parce que souvent, les auteurs anglo-saxons ne pensent qu'au monde anglo-saxon et parlent très peu des avions qui sont utilisés par d'autres forces aériennes. Là, l'auteur a bien fait son boulot. Et je termine par ça. Ça, si vous le trouvez, vous l'achetez d'occasion pour la collection. Il faut juste savoir que si les illustrations, les photos sont super sympas, le texte est un plagiat de mon article que j'avais publié en 2001 dans un magazine de maquettes que j'avais mis à disposition sur Aerostories, et vous pourrez le retrouver encore sur Aerostories en PDF, un article que j'avais rédigé donc en 2001, et en fait le texte historique de ce petit document est un pompage intégral de mon article. Et quand je m'en étais inquiété auprès de l'éditeur en disant oui, mais enfin bon, quand même, j'ai retrouvé des éléments de mon texte qui n'étaient même pas paraphrasés, l'éditeur a répondu ah bah oui, mais l'auteur nous a filé le texte comme ça. Ah, d'accord. Donc c'est même pas la personne qui est sur la couverture qui a écrit le texte. Ok. Je ne sais pas comment a fonctionné cette maison d'édition. Ils faisaient des trucs très jolis, il y avait des très beaux dessins. Mais c'est un peu n'importe quoi. Bref, voilà, c'en est fini pour les corsaires français. Alors j'ai une dernière annonce à faire. Pour le 14 février prochain, Frédéric Lert et Gilles Roy vont recevoir sur le Jump Seat, pour un Jump Seat spécial, ils vont recevoir quelqu'un qui a un parcours très intéressant. Il s'appelle Laurent l'Espagnol. Son prénom c'est Frenchy. C'est un Français qui a été pendant 15 ans pilote d'hélicoptère dans la police à Dallas. En gros, quelqu'un qui a un profil à la Jérôme Laval, quoi, qui est allé voler aux États-Unis pour une agence, alors là pour une agence municipale, Dallas Police Department, qui vient d'écrire un livre donc aux éditions JPO, qui est disponible en kiosque, vous pouvez l'acquérir, et un livre qui a beaucoup plu à Gilles et à Fred, et Fred est entré en contact avec lui, le courant visiblement est bien passé, le personnage a beaucoup de choses à raconter, donc il sera à Lyon vendredi 14 février à midi pour raconter ses 2400 heures de vol sur Bell 407 et Bell 206 en 15 ans de carrière. Il sera sur le jump seat et il sera peut-être même assis sur un vrai jump seat, ça on vous en parlera le moment venu.
Donc l'émission ne sera pas donc un mardi, sera donc un vendredi, et ce sera quelques heures avant le lâcher solo du vendredi, donc comme d'habitude. Je n'ai pas encore le sujet. Voilà, j'espère que cette émission un peu historique vous a plu. C'est l'heure de vous dire bon week-end. On se revoit la semaine prochaine si tout va bien. En attendant, passez un bon week-end. Au revoir.